L'écran derrière moi était rempli de plannings de déploiement et de protocoles de migration de serveurs, mais tout ce que j'entendais, c'était le bourdonnement incessant de mon téléphone. J'étais en pleine phrase, en train d'expliquer au comité de direction le déploiement d'un nouveau système de sécurité, lorsque les vibrations se sont intensifiées, 3, 4, 5 d'affilée. Je me suis arrêtée. Je n'interromps jamais une présentation, surtout pas une aussi importante, mais quelque chose, dans mon ventre, s'est noué. Je me suis excusée rapidement, accordez-moi juste une minute, et je suis sortie dans le couloir. J'ai déverrouillé mon téléphone et fixé l'écran. Le premier message venait de ma mère. Tu n'es pas invité. Seren ne veut pas que tu sois là. J'ai cligné des yeux, pensant avoir mal lu. Le message suivant est arrivé aussitôt, comme s'il était programmé. Il y a eu un changement de programme. Seren pense que tu essaies de faire de son mariage quelque chose qui tourne autour de toi. Les parents de Caleb ont proposé leur aide, mais ils ont demandé une journée sans drame. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai fait défiler un peu plus bas. Ne réagis pas de manière excessive. Elle veut juste que cette journée soit parfaite. Nous espérons que tu comprendras. Comprendre? Après avoir payé la compte du lieu de réception, le traiteur, le photographe, la location du mobilier, plus de 98 000 $ de dépenses, chacune prélevée sur mon compte, avec l'espoir silencieux que, peut-être, cela nous rapprocherait enfin. Et maintenant, j'étais simplement effacée. Nettoyée de cette journée que j'avais rendue possible. Je sentais la pression monter derrière mes yeux, mais je me suis forcée à rester droite. Mon pouls battait à tout rompre. J'ai répondu à ma mère avec un seul mot. Pourquoi? Son petit point de saisie est apparu, a clignoté longuement, puis a disparu sans réponse. De retour dans la salle de réunion, l'air semblait plus lourd. J'ai repris le pointeur, terminé la présentation, le pilote automatique complètement activé. Personne ne sembla remarquer le changement, ou alors ils l'ont remarqué, mais personne n'a posé de questions. Ce soir-là, assise sur mon canapé, les messages toujours ouverts, la mâchoire crispée, je me suis rendu compte que je n'étais pas juste exclue. J'étais jetée. Et pour la première fois de ma vie, quelque chose en moi ne s'est pas fané. Ça a brûlé. Dans notre maison de Rosewood Street, les rôles n'étaient pas attribués, ils s'imposaient. Seren avait les paillettes. Moi, j'avais le tableau Excel. Quand les canalisations ont explosé pendant un gel hivernal, c'est moi qui ai cherché un plombier d'urgence sur Google pendant que maman tournait en rond. Quand papa oubliait encore de payer la facture d'électricité, c'est moi qui appelais la compagnie pour négocier un échéancier. J'avais 12 ans. Seren est encore en train de se chercher, disait maman à chaque fois que je faisais remarquer ce déséquilibre. Toi, tu as toujours su quoi faire. Alors j'ai commencé à porter la compétence comme une armure, même quand elle me blessait. Seren a traversé l'école portée par des prolongations de dernière minute et son charme naturel. Moi, je restais éveillée toute la nuit à réécrire mes dissertations, à coder mes cahiers avec des couleurs, à construire des systèmes là où il n'y en avait pas. Elle virevoltait aux entraînements de Pom-Pom Girls, moi, je participais aux foires scientifiques et je remplissais seul mes dossiers de bourses universitaires. Quand j'ai obtenu le titre de major de promo, personne n'a été surpris, juste soulagé que je ne les ai pas déçus. Je suis partie faire mes études à Seattle avec 2 sacs de sport et la promesse silencieuse que je ne dépendrais plus jamais de personne, comme eux avaient dépendu de moi. 4 ans plus tard, j'ai traversé la Seine avec la mention summa cum laude, déjà un contrat en main. J'ai travaillé tard, économisé agressivement, vécu dans un studio au mur en papier pendant que d'autres ouvraient le champagne avec leur premier salaire. Quand notre start-up a été rachetée, je me suis réveillée millionnaire, sans annonce, sans voiture de luxe, juste un solde bancaire et le premier souffle de liberté que j'avais connu. C'est à ce moment-là que les appels ont commencé. La voiture de papa était à remplacer. Les heures de travail de maman avaient été réduites. Le bail de Seren s'était mal terminé. J'ai aidé à chaque fois, pas parce qu'on me le demandait, mais parce que j'avais été entraînée à anticiper la demande avant même qu'elle n'arrive. Alors, quand Seren s'est fiancée, aider pour le mariage semblait être une autre évidence tacite. Tout a commencé par un appel à minuit. Sa voix était haletante, électrisée. Talia, il m'a demandé en mariage. Sur un bateau au coucher du soleil, c'était parfait. J'étais ensommeillée mais heureuse pour elle. On aurait dit qu'elle sortait tout droit de ces tableaux Pinterest qu'elle faisait défiler au lycée. Elle m'a dit qu'elle voulait un petit mariage intime, charmant. Puis elle a mentionné le Griffin Estate, un domaine que je savais commencer à 50 000 $ juste pour la location de base. Ne t'inquiète pas, s'est-elle empressée d'ajouter.
Les parents de Caleb envisagent d'aider, et je sais que maman et papa ne peuvent pas faire grand-chose, mais on trouvera une solution. Peut-être que tu pourrais juste aider avec quelques petites choses? J'ai dit oui sans poser de questions. Je disais toujours oui. 2 semaines plus tard, elle a glissé un tableau Excel devant moi pendant un brunch. C'était coloré et terrifiant. Le budget total, 120 000 $. Apparemment, les « petites choses » comprenaient l'acompte du domaine, le photographe, le traiteur et une douzaine d'autres postes essentiels. On attend juste de savoir si les parents de Caleb vont confirmer, dit-elle, les yeux remplis de cette douceur maîtrisée qui ressemblait tant à de l'impuissance. Ils ne sont pas encore totalement convaincus. Quand j'ai réalisé que « on trouvera une solution » signifiait en réalité « tu trouveras la solution », j'avais déjà transféré l'acompte du Griffin Estate et payé la première facture du traiteur. Les appels n'ont cessé d'arriver. Le fleuriste avait besoin d'un acompte urgent. La robe de créateur qu'elle aimait allait être retirée de la collection. Le groupe préféré de Caleb avait soudainement une date disponible, mais il fallait agir vite. Chaque fois, ça sonnait comme une urgence. Chaque fois, ça sonnait comme si moi seul pouvais sauver la journée. Je faisais des tableaux Excel, je suivais chaque reçu, me convainquant que, une fois le mariage terminé, je pourrais enfin respirer, qu'il se souviendrait que c'est moi qui avais rendu tout cela possible. Mais quelque part entre la 3e facture et la 5e demande urgente sur Venmo, je n'étais plus une sœur, j'étais devenue une partenaire silencieuse, celle qui n'apparaît jamais sur les photos, mais qui paie toujours l'addition. Et quand j'ai finalement demandé ce que la famille de Caleb comptait contribuer, Seren a hésité. Ils ne savent pas encore. Ils ont dit peut-être plus tard. C'est juste une période stressante. Apparemment, ce n'était pas assez stressant pour qu'ils annulent le week-end spa qu'ils avaient réservé pour l'enterrement de vie de jeune fille. Ça a commencé petit, un groupe WhatsApp où je n'étais pas ajoutée, un rendez-vous avec le fleuriste programmé pendant ma réunion trimestrielle, une dégustation de gâteaux que j'ai découverte via une story Instagram de Seren. Chaque fois que je demandais, elle avait une excuse. Je ne pensais pas que tu serais libre. Je me suis dit que maman pouvait y aller à la place. Je voulais te prévenir, mais c'était vraiment à la dernière minute. Je voulais la croire. Je me disais qu'elle était juste débordée. Mais au fil des semaines, le schéma est devenu évident. Je finançais des décisions auxquelles je n'avais même pas été invitée. Et pourtant, je continuais de me rendre disponible, décalant mes réunions, prenant des trains plus tôt, essayant de me réintégrer dans un processus qui avait discrètement avancé sans moi. Un après-midi, je suis passée déposer des contrats imprimés dans un hôtel-boutique près de l'appartement de Seren, comme elle me l'avait demandé. En entrant dans le café, j'ai commandé un café et je l'ai aperçue, 2 tables plus loin, en pleine conversation avec sa demoiselle d'honneur, Kendra. Je me suis figée en entendant mon prénom. Elle est tellement contrôlante, disait Seren, sans même baisser la voix. Juste parce qu'elle paie, ça ne veut pas dire que c'est son mariage. Kendra a pris une gorgée de son latte. Ouais, mais au moins tu ne finis pas endettée, non? Seren a ri doucement. Franchement, c'est un petit prix à payer pour ses tableaux Excel et ses remarques passives-agressives. J'aimerais juste qu'elle envoie l'argent et qu'elle nous laisse tranquilles. Je me suis reculée avant qu'elle ne me voie, les mains tremblantes. Ce soir-là, je suis restée devant ce budget coloré que j'avais passé des heures à organiser, me demandant soudain pour qui je l'avais fait. Tout ce temps, je pensais aider, soutenir, être la sœur présente. Mais il s'avérait que être présente était le problème. Et la semaine suivante, c'est devenu encore pire. Le message est arrivé pendant notre réunion du lundi matin, perdu entre les notifications Slack et les alertes de déploiement de code. Une cousine du côté de Caleb, à peine une connaissance pour moi, m'a envoyé. Hey, désolée d'apprendre que tu ne viens pas. J'espère que tu vas mieux. Je l'ai lu, perplexe. Puis un deuxième. Seren a dit que tu faisais des crises. Je ne savais pas que c'était si grave. Mes mains sont devenues glacées. Des crises? J'ai appelé ma mère pendant ma pause. Elle a décroché au 3e appel, sa voix déjà tendue. Talia, j'allais justement t'appeler ce soir. Qu'est-ce qu'elle leur a raconté, ai-je demandé. Silence. Elle a juste dit que tu étais un peu dépassée ces derniers temps. Que peut-être le stress te faisait agir un peu, différemment. Dépassée. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant, ai-je répondu, la voix froide. Donc au lieu d'admettre que j'ai payé 90% de son mariage en étant ignorée et insultée, elle a raconté à la famille de Caleb que je suis mentalement instable? Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Elle est sous tellement de pression, Talia, a dit ma mère tout bas, comme si ça excusait tout.
Les parents de Caleb commencent enfin à accepter le mariage. Elle a juste peur que quelque chose gâche tout. Quelque chose, comme moi. Silence. Long. Pesant. Je ne suis pas le problème, ai-je dit, plus pour moi que pour elle. Le problème, c'est qu'elle ment à tout le monde, y compris à toi. Et toi, tu préfères protéger l'illusion plutôt que de voir la vérité. Ma chérie, c'est compliqué. Non. En fait, ça ne l'est pas. Et j'ai raccroché avant qu'elle ne dise autre chose. Je suis restée là, dans mon bureau, fixant mon reflet dans l'écran noir de mon ordinateur. Et quelque chose en moi a basculé. Ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse. C'était de la clarté. Ils ne me verraient jamais. Pas à moins que j'arrête de rendre leur vie aussi confortable en m'effaçant. Et le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Assise à ma table de cuisine, une tasse de thé froid à la main, la lueur de mon ordinateur éclairant les contrats imprimés, les fils de mail, les tableaux Excel que je connaissais par cœur. J'avais les reçus de tout, la compte pour le lieu, le traiteur, les fleurs, le photographe, les locations. 55 fichiers de planification, tous classés dans des dossiers nommés « Mariage de Serène et Caleb ». J'ai ouvert un nouveau document et tapé 3 colonnes, paiement en attente, prestations annulables, non remboursables. Ligne par ligne, j'ai détaillé chaque centime. Pas de colère. Pas de larmes. Juste, une clarté chirurgicale. J'ai commencé par le lieu. Le contrat du Griffin Estate prévoyait un remboursement partiel si l'annulation était faite plus de 72 heures à l'avance. J'ai appelé la coordinatrice, Suzanne, quelqu'un avec qui j'avais échangé pendant des mois. Bonjour Suzanne, ici Talia Rowan. Je dois annuler la réservation. Un silence. Oh. Puis-je savoir pourquoi? Je ne vais plus assister au mariage que j'ai financé, et je ne peux pas continuer à le soutenir. Pour être honnête, elle n'a pas insisté. Elle m'a expliqué calmement la procédure d'annulation, le remboursement, et elle m'a même proposé d'envoyer un relevé pour mes déclarations fiscales. Ensuite, ce fut le tour de la fleuriste, du DJ, de l'entreprise de location, et du personnel du bar. Un par un, j'ai annulé tout ce que j'avais mis en place. La plupart des prestataires ont été compréhensifs. Certains étaient même déjà au courant, apparemment, la nouvelle s'était vite répandue. Tu n'es pas la première, m'a dit le photographe à voix basse, mais tu es sans doute la plus courageuse. En début de soirée, j'avais effectué toutes les annulations possibles. J'ai transféré les remboursements partiels sur mon compte épargne et j'ai fermé ma session. Puis, je me suis rendue dans le dossier partagé, celui auquel tout le monde avait accès mais où personne n'avait jamais contribué. J'ai tout téléchargé, tout sauvegardé, puis tout supprimé du cloud. Fini. Plus aucun plan de table, plus aucun devis, plus aucun tableau. J'ai refermé mon ordinateur et expiré profondément. Je n'avais pas réalisé à quel point tout ça prenait de la place, physiquement, mentalement, émotionnellement. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie légère. Et c'est là que mon téléphone a sonné. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que c'était Serène. À peine ai-je décroché qu'elle hurlait déjà. « Mais qu'est-ce qui te prend, bordel ?» Sa voix tremblait de colère à travers le téléphone. « Le lieu vient d'appeler. La fleuriste a annulé. Tout part en vrille, et c'était à faute. Je n'ai pas bronché. Tu as été très clair, je n'étais pas la bienvenue. Tu es en train de ruiner ma vie juste parce que tu es jalouse. Non, ai-je répondu calmement. Je suis simplement en train de reprendre la mienne. Tu voulais un mariage parfait sans moi. Maintenant tu n'as ni l'un ni l'autre. Elle a éclaté en sanglots avant de raccrocher. 5 minutes plus tard, ma mère appelait. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie. Ensuite, mon père, puis une avalanche de textos que je n'ai même pas pris la peine de lire. Je les ai tous bloqués, non pas par colère, mais par instinct de survie. J'ai ouvert mon navigateur et cherché des cabanes sur la côte de l'État de Washington. J'en ai trouvé une, nichée dans les arbres près d'une plage dont je me souvenais d'un road trip, des années plus tôt. Pas de Wi-Fi. Pas de réseau. Juste, le silence. Je l'ai réservé pour une semaine, j'ai fait mon sac, et je suis partie le lendemain matin avant même que la ville ne se réveille. Pas d'annonce. Pas d'explication. Quand ils ont réalisé que j'étais partie, j'étais déjà sur le ferry, le vent dans le visage, téléphone éteint, regardant la côte disparaître derrière moi. Il n'y avait aucune envie de vengeance dans mon cœur, juste du calme. De l'espace.
Et tandis que le bateau avançait vers la péninsule, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Une tension qui avait mis des années à se dénouer. La cabane était plus petite que ce que j'imaginais, une seule pièce, un poêle à bois, et une vieille table de cuisine cabossée qui est devenue mon refuge. Mon ordinateur était resté chez moi. Mon téléphone, éteint. Le silence n'était pas vide, il était une présence que je n'avais plus ressentie depuis des années. Chaque matin, je marchais sur des sentiers humides qui sentaient le pain et la mousse. Dès le deuxième jour, j'ai emporté un carnet, pas un carnet de travail ou de planification, non. Un carnet vierge, sans ligne, dans lequel j'ai écrit tout ce que je n'avais jamais dit à voix haute. J'ai écrit sur cet anniversaire que Sereine avait ignoré. Sur les nuits où je suis restée éveillée à corriger les impôts de papa. Sur ce Noël où j'avais payé tous les cadeaux sans que personne ne le remarque. Sur ce sentiment d'être utile, mais jamais précieuse. D'être attendue, mais jamais incluse. Au 5e jour, j'ai découvert une cascade au bout d'un sentier étroit. Je me suis assise à côté et j'ai déchiré chaque page de ce journal en bande, les laissant tomber une à une dans le courant. C'était à la fois enfantin et sacré. En repartant de la péninsule, la douleur était toujours là. Mais elle avait changé, plus nette, plus définie. Elle m'appartenait désormais, à mes conditions. J'ai pris rendez-vous avec une thérapeute avant même de défaire ma valise. La docteure Kessler n'a pas demandé tout de suite de raconter mon histoire. Elle a simplement posé cette question. Qui êtes-vous, quand vous ne passez pas votre vie à réparer celle des autres? C'est la première question qui m'a fait pleurer. On a commencé doucement, les schémas, les limites, les mythes familiaux. J'y suis allée chaque semaine. J'ai arrêté de justifier ce que je ressentais. J'ai arrêté d'expliquer qui j'étais. Le chagrin n'est pas parti, mais il a arrêté de contrôler la pièce. Quand les fêtes sont arrivées, je ne suis pas retournée à Eugène. J'ai fait d'autres projets, les miens. Le printemps est venu discrètement. Pas de grandes révélations. Juste de petites décisions, les unes après les autres. J'ai changé la signature de mes emails. Je me suis désabonnée du groupe de discussion familiale. J'ai arrêté de répondre aux messages qui commençaient par « Est-ce que tu pourrais juste ?» J'ai redirigé l'énergie que je consacrais autrefois à gérer les crises des autres, une bourse de codage pour des filles dans des écoles rurales, un don mensuel à un projet de reforestation dans la péninsule olympique, ces mêmes bois qui m'avaient appris à respirer de nouveau. Ça faisait du bien de donner, sans qu'on me le demande. Ma thérapeute appelait ça le recyclage émotionnel. Elle disait que j'avais passé tellement de temps à être le contact d'urgence de ma famille que j'avais oublié comment m'appartenir. J'ai passé Thanksgiving avec des collègues qui suivaient des recettes sur YouTube et riaient de leurs tartes brûlées. Le matin de Noël, j'ai bu un café dans une maison remplie d'amis qui partageaient des jeux de société au lieu de partager des attentes. En séance, nous avons cartographié mes rôles dans la famille. Externalisation émotionnelle, a expliqué la docteure Kessler. Ils t'ont transformé en récipient dans lequel ils déversaient leur stress, et ils appelaient ça de la proximité. J'ai hoché la tête. Je savais déjà que c'était vrai. Je n'avais simplement jamais eu les mots pour le dire. Nous avons aussi parlé de la culpabilité, de la façon dont mes parents m'avaient élevée pour que je me sente responsable du confort de tout le monde. De la façon dont la fragilité de Sereine était devenue l'axe autour duquel notre famille tournait. Mais maintenant, je choisissais une nouvelle orbite. Une qui ne m'obligeait plus à me rétrécir. J'ai arrêté de tenir des comptes. J'ai arrêté de chercher des messages cachés dans des textos à moitié investis. J'ai laissé le silence s'installer. Et puis, un après-midi de janvier, une enveloppe bleu pâle est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas d'expéditeur. Juste mon prénom, écrit dans une écriture que je n'avais pas vue depuis que nous étions enfants. L'enveloppe était un peu froissée, comme si elle avait été transportée longtemps avant d'être postée. À l'intérieur, une simple carte, pas de fleurs, pas de dorure, juste l'écriture de Sereine, plus petite que dans mes souvenirs. Je te dois des excuses. Est-ce qu'on peut parler? Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste ces mots. Je l'ai lue 2 fois avant de la poser sur le rebord de la fenêtre. Elle est restée là 3 jours. Puis j'ai finalement envoyé un texto. Mardi, 15h, au café Grace and Finch. Elle a répondu simplement. J'y serai. Je suis arrivée en avance, j'ai commandé un thé à la menthe et j'ai choisi une table au fond. Quand Sereine est entrée, je l'ai à peine reconnue. Fini les talons et les ondulations parfaitement travaillées. Elle portait un pull gris, pas de maquillage, et ses cheveux étaient relevés en un chignon décoiffé qui n'avait rien d'intentionnel. Je ne sais pas par où commencer,
dit-elle après que nous nous soyons assises. Sa voix n'était pas tremblante, elle était simplement douce. Je ne répondis pas. J'attendis. Je suis en thérapie, dit-elle. Depuis octobre. Caleb et moi, on divorce. Il n'a rien fait de mal, pas vraiment. C'est juste que, j'ai construit toute mon identité autour de l'approbation des autres. La sienne, la tienne, celle de maman. Je continuais d'écouter. J'ai menti, dit-elle. De gros mensonges. À propos de toi, de ta santé mentale. J'avais peur que sa famille ne m'accepte pas, alors je leur ai donné une version de la réalité où je n'étais pas le problème. Et je t'ai laissé emporter le prix, financièrement, émotionnellement, sur tous les plans. Je ne ressentais plus de colère, pas maintenant. Juste une sorte de douleur, adoucie par le temps. Je ne te demande pas de me pardonner, poursuivit-elle. Je veux juste que tu saches que je le vois maintenant. Tout. Nous sommes restés longtemps assises après ça. Nous ne nous sommes pas prises dans les bras. Nous n'avons pas parlé de l'avenir. Mais quand elle m'a demandé si je voulais voir le programme auquel elle postulait, un certificat en éducation de la petite enfance, j'ai hoché la tête. Nous n'étions pas redevenues sœurs. Pas encore. Mais nous n'étions plus des étrangères non plus. Et, d'une certaine manière, c'était suffisant pour commencer. C'est calme maintenant, mais pas vide. La table de salle à manger que j'ai fabriquée avec du bois de récupération à 6 chaises dépareillées, chacune occupée ce soir. Les amis se passent les plats, racontent des histoires, remplissent les verres les uns des autres. Personne ne me demande ce que j'ai apporté pour mériter ma place, ils font juste de la place. De l'autre côté de la pièce, Brian croise mon regard et me sourit. Ce n'est pas un sourire qui attend quelque chose, juste de la reconnaissance. On s'est rencontrés il y a quelques mois lors d'un meet-up tech auquel j'ai failli ne pas aller. Il m'avait demandé ce que je faisais en dehors du travail, et je ne savais pas quoi répondre. Maintenant, je sais, j'accueille. Je m'entords. J'écris. Je vis. Quand tout le monde est parti, je lave la vaisselle dans l'eau chaude et la lumière douce. Sur l'étagère au-dessus de l'évier repose une petite carte pliée, du papier crème, l'encre légèrement bavée. Je l'ai trouvée glissée dans une carte de remerciement d'un bénéficiaire de bourse le mois dernier. Tu n'as jamais été un plan B. Tu as toujours été le modèle. Je passe doucement le doigt sur ces mots. Je les laisse s'imprégner. Pendant des années, j'ai cédé ma place à la table et j'ai appelé ça de l'amour. Aujourd'hui, je construis la mienne, et chaque place ici a été faite avec soin, pas avec des excuses.